J'étais encore enfant et mon père m'avait promis de me rapporter du pain d'alouette de la fosse. Du pain d'alouette? Bizarre, me direz-vous. Mais pas plus bizarre qu'un caillou orné d'un dessin de fougère ou cette histoire du petit mineur qui parcourait les galeries. Il m'en apporta un jour emballé dans du papier journal. Cela ressemblait à un morceau de pain un peu rassis et noirci par le charbon. Je l'ai mangé jusqu'à la dernière miette. Pierre, mon grand-père paternel, lui-même fils de mineur, était galibot, c'est-à-dire apprenti mineur, avant 1900, sans doute aux mines de Lens. Habitant Givenchy, il prenait le petit train Lens-Frévent pour aller travailler. Il avait connu la catastrophe de Courrières, la grève de 1906 et l'arrestation du syndicaliste Bourtchou. Mobilisé dès le début de la guerre en 1914, il avait été fait prisonnier à Maubeuge et soumis au travail forcé dans les mines de Westphalie, semble-t-il. Rapatrié fin 1918, il est venu avec sa famille habiter et travailler à Fléchinel, dans l'ouest du bassin épargné par la guerre. En 1922, Pierre, son épouse Marie et ses 5 fils, Octave, Jean, François, Paul et André, reviennent s'installer et travailler aux mines de Lens, dans la cité 16 qu'ils ne quitteront plus. Ses 2 beaux-fils, Augustin et Arthur, rejoignent, eux, le 11 des mines de Béthune. Mon grand-père maternel, Émile, n'est devenu mineur qu'en 1907 aux mines de Liévin. Il a lui aussi été mobilisé en 1914, mais dès le début 1915 a été affecté comme mineur aux mines de Bruay, non occupées par les Allemands. Il ne retrouve sa famille qu'après la guerre et continue à travailler aux mines de Bruay jusqu'en 1922-23, puis il est embauché lui aussi au 16 de Lens à Liévin. 2 de ses fils, Léon et Ernest, y deviendront eux aussi mineurs, et son beau-fils au maire au 3 de Lens à Liévin. Voici donc cette fosse numéro 16 des mines de Lens et la fosse 16 bis, son retour d'air, sans laquelle elle ne pourrait pas fonctionner. Remarquez les 2 pics entrecroisés au sommet du chevalet que l'on retrouve sur tous les chevalets de la compagnie de Lens. On voit sur ce plan tous les éléments habituels d'une mine de charbon. J'ai pu parcourir cette fosse étant enfant plusieurs fois, car mon père y était homme d'about, c'est-à-dire qu'il y travaillait à des heures et des jours où elle était pratiquement déserte. Ce qui suit est donc basé surtout sur des souvenirs d'enfant. Un puits de mine est donc le plus souvent surmonté d'un chevalet comportant 2 molettes autour desquelles s'enroulent les câbles des cages, mais il existe divers types de chevalets dont voici ici 3 exemples. On trouve 2 sortes de puits, les puits d'extraction comme celui du 16 et du 11 de Béthune, et les puits de retour d'air comme celui du 16 bis. La vitesse des molettes étant variable, il suffisait à un bon mineur de les regarder pour savoir si tout se passait normalement au fond, c'est-à-dire au fond de la mine. Si le puits d'extraction permet les allers-retours des cages, il permet aussi, comme le puits de retour d'air, la circulation de l'air, l'aérage comme disaient les mineurs. Un aérage bien conçu permet d'évacuer le grisou, la poussière de charbon et la poussière de silice, tous présents dans une mine de charbon et dangereux pour la sécurité ou la santé des mineurs. À côté du chevalet se trouve la machine d'extraction, une sorte d'énorme treuil sur lequel s'enroulent les câbles. Le moulinage se situe habituellement au premier étage du chevalet. C'est là que les hommes et les berlines, ou barous en langage de mineurs, entrent et sortent des cages. Les hommes d'about travaillent habituellement en dessous du moulinage, au rez-de-chaussée, car ils ont besoin d'un accès dégagé pour déplacer le gros matériel et l'installer le plus souvent sur le toit de la cage. On appelle accrochage les accès aux cages pour les différentes galeries de la mine. Aux mines de Lens, il y avait 28 veines de charbon exploitables, faisant 1 mètre d'épaisseur en moyenne et séparées par 25 mètres de schiste toujours en moyenne. Des conditions d'exploitation relativement favorables, malgré les failles qui compliquaient le travail des mineurs. Voici un groupe de mineurs à l'entrée d'une fosse au début du XXe siècle. Mis à part leurs barrettes, on peut voir qu'ils n'ont pas de tenue de travail particulière.
Ils sont vêtus de vêtements usagés qu'ils appellent leur locket fosse. Remarquez le béguin sous la barrette. Cette calotte de toile est très utile pour arrêter un peu la sueur et la poussière de charbon qui gênent la vision. Voici notre père Jean sortant de la fosse et son frère Paul qui y arrive dans les années 30. Ils sont tous les deux en pantoufles, mais les mineurs adopteront souvent les espadrilles par la suite. Leurs vêtements et chaussures de travail sont accrochés dans la salle des pendus. Jean est passé par les douches, que les mineurs appellent les lavabos. Tous les deux ont la musette sur le dos. Celle de Paul contient un casse-croûte que les mineurs appellent briquet et une gourde souvent de café léger que les mineurs appellent boutelot. La musette de Jean contient une petite gaillette de charbon, petit larcin toléré par le garde de la fosse. La gaillette de Jean provient de la veine Léonard, sa préférée. Parmi les loisirs des mineurs, il y avait la colombophilie. L'un de nos oncles était coulonneux à la cité du 11 de Béthune. Un autre passe-temps aimé des mineurs était le tir à l'arc. Il y avait une perche comme celle-ci au coron de la plaine près de notre cité. Il y a aussi la musique que pratiquait par exemple notre oncle Augustin qui nous raconte ses débuts à Étré-Blanche dans ses mémoires. On trouve des extraits de ses mémoires dans Hauts-de-France de François Deneux. Il y avait bien sûr différentes spécialités chez les mineurs de fond, comme celle d'Homme d'Abou, celle de notre père Jean. Voici une partie de leur matériel. C'était un poste pénible et dangereux réservé aux mineurs chevronnés. Le plus souvent en équilibre instable au-dessus du vide, ils devaient par exemple graisser les guides des cages ou consolider le cuvelage, parfois sous une douche glacée. Dans certains cas, comme au 16 bis, la descente se faisait dans une sorte de gros tonneau en fer appelé cufa, avec comme seul moyen de communication une petite trompette. C'est avec cet instrument que notre père envoyait ses ordres moulineux, seul habilité à commander le treuil. Par distraction ou mauvaise connaissance des codes, celui-ci a un beau jour stoppé le treuil trop tard, plongeant l'équipage dans l'eau du fond du puits. C'est donc un cufa plein d'eau et ces trois hommes d'Abou furieux et trempés jusqu'aux os qu'il dut remonter ensuite en catastrophe. Moulineux d'après le Sainte-Barbe fut l'injure la plus amène qu'il dut avaler ce jour-là, Sainte-Barbe étant la patronne des mineurs. Voici maintenant le matériel nécessaire à l'abattage avec différents types de pics, des masses de mineurs et des coins à charbon ou coins à carbon comme disaient les mineurs. Selon notre père, le secret de l'abattage était le havage, c'est-à-dire d'attaquer la veine de charbon au pic à sa base et sur sa largeur. Puis, comme disaient les anciens, il était temps de faire briquet et de laisser faire chiomineur. Selon eux, le charbon devenait en effet plus friable et plus facile à entamer au coin à carbone après un certain temps de repos. On peut penser que, libéré brutalement des pressions énormes qu'il avait subies, le charbon avait tendance à se dilater et se fendiller. Il fallait ensuite pelleter le charbon et remplir les barous avec une pelle spéciale à 5 ou 7 côtes que l'on voit ici. Celle de derrière a été rafistolée pour un usage au jour. On appelait Kercheux le mineur qui pelletait. Pousser les barous était le travail du hercheux, souvent à un galibot. La pratique du boisage demandait par contre beaucoup de métiers, et voici une partie du matériel. La hache de mineur était un outil très spécial, et mon grand-père Émile l'avait adapté à sa main avec un éclat de verre. Pour l'affûter, il y avait près du parc à bois une meule qui tournait tout au long du jour dans son bain de boue rougeâtre. On trouvait chez les mineurs bien d'autres spécialités, comme celle du bout de feu ou celle du meneux-de-kévo qui s'occupait des chevaux. Les mineurs eurent à mener bien des luttes pour améliorer un peu leur sort. On peut voir la dureté de leurs conditions de travail dans les mémoires de notre oncle Augustin. Le syndicalisme était leur seul moyen de défense et voici les cartes syndicales de notre grand-père et de notre père. Suite à la catastrophe de Courrières, il y avait eu, en 1906, des grèves avec ces milliers de soldats envoyés pour occuper les fosses, notamment à Lens et à Liévin. On s'apitoya un peu sur leur sort à l'époque, mais il y eut un nouveau coup de grisou à Calonne-Liévin quelques mois plus tard. Dans les années 20, s'ajoutèrent des tentatives de chronométrage des ouvriers, comme le raconte l'oncle Augustin, puis vint 1936.
Ici, Paul, notre oncle, fait partie des vendeurs du journal syndical La Tribune du mineur. À droite, pendant la grève de 1936, un autre oncle a organisé une petite mise en scène devant la fosse 16. La charrette à cheval évoque les beaux attelages qui fréquentaient les grands bureaux de la compagnie. Il a mis un beau costume et le chapeau de forme, symbole du patronat. À côté de lui, un autre mineur est monté sur la charrette en brandissant fièrement le drapeau rouge. Une autre photo datée de 1936, avec Paul sur la droite. Le piquet de grève se divertit avec un entraînement à la lutte. L'année suivante, ce sont les premiers congés payés. Nos oncles nous ont laissé ces photos faites à Malo-les-Bains, Berck-Plage et même à Paris, à l'occasion sans doute de la grande exposition coloniale. Le charbon donnait aux cicatrices des blessures une teinte caractéristique et indélébile. C'est ce qu'on appelait les bleus de mineurs. Il était donc facile de reconnaître un mineur en maillot de bain. Puis c'est l'occupation, avec la courageuse grève des mineurs en 1941. Notre père nous racontait qu'à la fosse 16, ce sont des femmes qui ont assuré le piquet de grève, car leurs époux risquaient trop la déportation en Allemagne. Pendant la guerre, de nouvelles tentatives de chronométrage des ouvriers ont eu lieu aux mines de Lens avec le système Bedeau. Son promoteur sera incarcéré après la guerre aux États-Unis pour complicité avec le nazisme. 1945. La silicose est enfin considérée comme maladie professionnelle, mais ces années d'après-guerre seront parmi les plus dures pour les mineurs. C'est l'époque du rendement à tout prix et des porions hurlant dans les tailles. Je me souviens du drapeau tricolore installé sur le chevalet de la fosse 16 qui venait de battre tous ses records de production. Les mineurs reçurent en récompense une bouteille de genièvre et un saucisson. Celui-ci, à l'odeur douteuse, finit sous le bec des poules et mon père, qui ne buvait jamais d'alcool, fit cadeau du genièvre à mon grand-père qui appréciait beaucoup sa bistouille du matin. Ce fut ensuite la grande grève de 1948. Les militaires prirent à nouveau la place des piquets de grève devant les fosses et je me souviens de leurs véhicules à chenilles qui fonçaient jour et nuit à travers la cité dans un vacarme de ferraille maltraitée. Beaucoup de mineurs ont péri dans les nombreuses catastrophes minières qui ont eu lieu dans l'ouest du bassin minier. Citons Courrières en 1906 avec 1099 morts, la Clarence en 1912 avec 79 morts, Hersin-Coupigny en 1917 avec 42 morts et Liévin en 1974 avec 42 morts. Il faut y ajouter une multitude d'accidents collectifs aux effectifs moindres ou individuels. Et puis il y a tous ces mineurs, comme la plupart de mes oncles, dont la vie a été abrégée par la terrible silicose. Et j'ai une pensée particulière pour notre voisin, Yvan, qui a été tué en 1948, les reins brisés par un bloc de schiste. Yvan était un beau et sympathique garçon d'origine serbe et qui aimait à l'occasion nous chanter des chansons amusantes.